Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à New World. Bienvenue dans Regard croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine, de ce nouveau mois. Au menu encore 4 sujets à discuter. Ce soir, nous parlerons d'abord du Soudan avec des violents combats à Khartoum, à l'expiration de la trêve. Après le Soudan, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi brandit sa coalition électorale, l'Union sacrée de la nation. Au Sénégal, le procès pour viol présumé de Sonko est fixé au 16 mai. Et puis nous allons terminer, bien évidemment, par le Togo, début du recensement électoral pour les élections législatives et régionales. Pour en parler, ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Fioklou Adangoulenou, vous êtes journaliste et directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes chers co-débatteurs, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de New World TV. Bonne fête de 1er mai. Alors, à côté de vous, Marc Niazou, vous êtes également journaliste et directeur de publication de Le Neutre. Bonsoir Marc. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectateurs et également à tous nos amis qui fêtent aujourd'hui. Bien sûr, nous on ne fête pas. Voilà le pourquoi on est là. On est toujours au travail d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Un coucou spécial à tous ceux qui nous suivent. Ok, et le troisième invité, Samir Ourosama, vous êtes juriste et défenseur des droits humains. Bonsoir Samir. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde, toujours grâce à New World TV. J'ai une pensée très particulière aujourd'hui à toutes ces femmes et hommes qui, grâce à leur travail, contribuent au développement de notre beau pays, le Togo. Merci beaucoup. Nous commençons donc avec le tout premier sujet, le Soudan. Les affrontements ont repris ce dimanche 30 avril à Khartoum, alors que la fragile trêve de 3 jours était sur le point d'expirer. Les deux camps se renvoient mutuellement la responsabilité des premiers tirs. L'on dénombre officiellement 528 morts, 4599 blessés et quelques soins, 15 000 personnes déplacées. Alors, je voudrais bien commencer par vous, Fioklou. La trêve n'avait même pas encore totalement expiré, que les hostilités ont repris. Alors, pourquoi est-on si pressé de retourner à la guerre au Soudan, selon vous? Bon, le problème soudanais ne date pas d'aujourd'hui. D'après les informations à ma possession, le problème soudanais date depuis 1983, où l'ancien président Gafar El-Nimeri a scindé le Soudan en zone arabe et en zone de peuple noir. Suite à cette réorganisation, il y avait des soulèvements des minorités. Il a été renversé par El-Béchir. Lui, à son tour, a été renversé en 2019. Et le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est le leadership de deux généraux qui ont pris en otage la population soudanaise. Nous avons le chef de la junte, le général El Boran, et le général qu'on surnomme Emedi, qui est le chef des anciens Djadjaouis, aujourd'hui force d'intervention rapide. Le fond du problème, c'est que le chef de la junte, le général El Boran, a voulu qu'on dissolve les forces de soutien rapide pour que l'armée soit une. Mais vu l'importance des ressources économiques qu'il gère, il ne voudrait pas que ça se fasse en même temps. Or, le général voudrait que ça se fasse ici et maintenant. Vous parlez là de Emeti. De Emeti, ok. Qui gère les ressources minières et l'exploitation et le trafic d'or. Surtout que l'armée soudanaise est calquée en quelque sorte sur l'armée égyptienne qui gère l'économie du pays. Donc, ils se sont entendus pour faire partie Béchir en 2019. Et voilà que 2 ans ou bien 3 ans après, eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Aux dernières nouvelles, c'est l'armée qui devait attaquer le premier. Les forces de soutien rapide. Suite à certaines fuites, Emeti a été au courant et c'est lui qui a lancé les hostilités. Ils sont au nombre d'environ 70 à 5 000, alors que l'armée régulière est au niveau de 200 à 220 000 hommes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les deux généraux ont accepté cette trêve de 72 heures malgré eux.
Et c'est justement ce qui suscite ma curiosité. Pourquoi avoir accepté cette trêve quand on sait qu'on ne va pas totalement la respecter et à quelques heures de son expiration relancer les hostilités? C'est comme si on était pressé que la trêve finisse et qu'on reprenne les hostilités. Bon, à voir. Aujourd'hui, ça fait 16 jours que la guerre a commencé. Oui. Ça a commencé le 15 avril, oui. Jusqu'à ce jour, on ne peut pas dire que c'est l'armée qui gagne le terrain ou bien c'est la force de soutien rapide qui gagne le terrain. Ouais. La seule différence, c'est que l'armée a l'aviation. Oui. Or, à Khartoum, il y a plusieurs bases et c'est là où la population est concentrée. À part Khartoum, c'est au Darfour que la guerre est intense. Et aucun observateur, même les Occidentaux, ne peuvent pas dire aujourd'hui que c'est tel ou tel qui a le dessus. Or, si quelqu'un maîtrise Khartoum, donc il a la même mise sur tout le pays. Et c'est ce qui explique le fait que chacun veuille revenir vite à la guerre pour maîtriser Khartoum. Et si la guerre continue, c'est que d'un côté comme de l'autre, il y a des approvisionnements en armes et en munitions. Ok, d'accord. Marc, je viens à vous. Il parlait tout à l'heure de cette volonté de retourner pour contrôler Khartoum aussi et des approvisionnements. Quel regard portez-vous sur ces affrontements qui durent depuis, comme il est dit, 16 jours au Soudan, de façon générale? Vous savez, quand les voleurs s'en vont pour voler, ils sont ensemble. On ne les attrape pas. Oui. C'est quand vient le moment de partager, et ce moment-là, crucial, c'est en ce moment qu'on les attrape. C'est-à-dire que c'est l'intérêt maintenant qui entendus. suscite la guerre? Certainement. Ils se sont entendus pour aller renverser Béchir. Et ils l'ont fait. Maintenant, on cherche maintenant un leader. On cherche maintenant quelqu'un qui va diriger, qui aura la même mise sur Khartoum et sur le pays tout entier. Le problème là, je pense que les deux généraux ne peuvent pas s'entendre. Moi, je le pense personnellement. Parce que aujourd'hui, ils ont laissé la place aux Occidentaux de s'ingérer dans leurs problèmes. Non C'est-à-dire? seulement la Russie qui soutient un général, les États-Unis également soutiennent l'autre. Maintenant, Soudan est devenu un pays neutre pour eux. Vous voyez? Et donc, du coup, tout le monde, et je dirais tout simplement que c'est devenu un terrain où on peut faire n'importe quoi. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la population. Vous voyez le chiffre que vous venez de donner. Ce n'est pas les Occidentaux qui sont décédés, hein. C'est les Africains. C'est les Soudanais. C'est les Soudanais. Plus de 528 personnes. D'ailleurs, les 528 personnes, là, même là, c'est les chiffres qu'on donne. Ce n'est pas exactement. Et il y a même des exilés également. Les gens qui quittent leur pays pour rentrer en Éthiopie, en Égypte et ses consorts. Et hier même, je discutais avec le président de l'association Le Civisme, son petit frère qui travaille pour une ONG qui est partie dans le pays. Mais quand on parle de l'affrontement, ce n'est pas petite affaire. C'est un combat très dur. Ce qui a fait qu'il n'a pas pu atterrir dans le pays, il est obligé d'évacuer sa famille pour aller à Djibouti. Ce qui dit que la population, c'est la population qui est devenue victime de ces affrontements-là. Et donc, du coup, il urge que les Soudanais s'assiedent, surtout les deux généraux s'assiedent, réfléchissent ensemble. On est entendu, on est vraiment entendu pour pouvoir aller renverser. Maintenant, on peut encore dialoguer ensemble pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Ok. Samir, qu'est-ce qui fait que le dialogue est aussi dur à obtenir entre les deux hommes? Il parlait tout à l'heure de la difficulté pour les deux généraux de s'entendre, de discuter sur certains points. Firklou l'a dit tout à l'heure, le problème c'était l'intégration des militaires. On s'était accordé sur plusieurs points, sur la transition, le départ des militaires pour laisser le pouvoir aux civils. Finalement, c'est l'intégration des forces de soutien rapide qui fait le problème. Qu'est-ce qui rend le dialogue aussi compliqué entre Bourhan et Emeti? Je pense que vous l'avez souligné en fin de votre intervention. C'est-à-dire que des gens qui se sont entendus par le passé, et même dans un passé très récent, parce que vous vous rappelez que quand ils ont renversé le président Omar el-Béchir, et quand ils partageaient le pouvoir avec les civils, un beau matin, ils se sont entendus pour renverser les civils. Donc, le pouvoir est entre les mains de l'armée de façon globale.
Donc aujourd'hui, comme le doyen l'a dit, le désaccord, c'est de faire en sorte, puisque les forces de soutien rapide, les anciens miliciens janjaouides, qui sont dirigés par le général Daglo, l'autre général Emeti, ne font pas partie de l'armée régulière. Donc, l'une des revendications pour ce général-là, qui n'est pas des moindres, qui a contribué même à tuer plus de 300 000, à tuer plus de 300 000 Soudanais. Vous vous rappelez bien, sous l'ordre de l'ancien président au niveau de la zone de Darfour. Et aujourd'hui, la Cour pénale internationale est en train de véritablement revendiquer l'arrestation de l'ancien président. Donc, leur désaccord, c'est à ce point-là, comment faire en sorte que ces anciens miliciens janjaouides, qui sont aujourd'hui les forces de soutien rapide, puissent intégrer l'armée. Parce que la trêve qui a été obtenue visait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de faire en sorte que les ressortissants étrangers qui sont dans le pays puissent être évacués. Et beaucoup de pays ont pu commencer l'évacuation de leurs ressortissants, comme par exemple les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, etc. Et ensuite, c'est de pouvoir poursuivre les négociations. Aujourd'hui, vous avez deux pays qui jouent un rôle important dans cette négociation entre les deux protagonistes, notamment les États-Unis et l'Arabie Saoudite, qui n'est pas des moindres. L'Arabie Saoudite qui est une puissance dans la zone arabe, qui joue sur son influence de leader pour, entre guillemets, déstabiliser certaines nations, apporter leur soutien à d'autres pour pouvoir conserver leur influence, leur position de leader dans cette zone arabe. Comme il l'a dit, moi en tant que défenseur des droits humains, c'est de voir depuis que ces affrontements, et comme on l'a dit, c'est véritablement une guerre qui se fait au niveau de Khartoum. C'est vraiment des armes lourdes qui sont utilisées, des armes à feu, une artillerie qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que c'est des camps qui sont bien armés. Et aujourd'hui, c'est les Soudanais qui sont pris en otage. Ils ont des problèmes pour avoir accès à l'eau. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à la nourriture. Aujourd'hui, les hôpitaux ne fonctionnent pas. Du moins, pour ceux qui fonctionnent, n'ont pas assez de matériel pour pouvoir subvenir aux besoins des Soudanais qui sont blessés, parce qu'on parle un peu plus de 5000 blessés. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez en face deux généraux qui, par le passé, s'entendaient très bien parce qu'ils avaient des intérêts communs. Aujourd'hui, comme l'une des parties veut empiéter sur l'intérêt de l'autre partie, ça crée une certaine guerre. Comme ils n'arrivent pas à s'entendre, et comme c'est le cas malheureusement dans nos pays africains aujourd'hui, c'est l'arme qui est le dernier élément de recours. Donc ils recourent à la force de l'arme pour voir si véritablement une des parties va arriver véritablement à remporter le succès. J'aimerais renchérir un peu ce que le juriste vient de dire. Vous savez, ces leaders-là, en réalité, en fait, ces deux généraux doivent savoir que quand l'Afrique est en guerre, c'est les Occidentaux qui sont en joie. En réalité, quand ils se sont entendus entre-temps, aujourd'hui, ils peuvent encore s'entendre. Parce que c'est l'un qui a commencé par s'empiéter sur l'autre. S'ils ne voulaient pas prendre totalement tout, l'autre ne peut pas essayer. Est-ce que quelque part, il n'y a pas des dessous qui ne disent pas leur nom? Oui, Fioclou. Oui. Bon, le deuxième volet du problème soudanais, c'est que le général Emeti voudrait un gouvernement civil. Il ne voudrait plus que l'armée soit au pouvoir. Et c'est ce que le général Bourhan n'accepte pas. Oui. Et il y a une troisième position qui s'oppose, c'est que les anciens dignitaires du régime El-Béchir sont ramenés au gouvernement. Et le général Emeti dit, mais tu fais revenir au gouvernement des islamistes. Donc, toi aussi, tu es islamiste. Que le pouvoir, ce que lui, il a déjà combattu avec les janjaouides. Et lui, il voudrait que le gouvernement soit un gouvernement civil. Et c'est là où le problème a commencé. Alors, à voir tout ça, nous avons l'Égypte, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Tchad, le Soudan du Sud, qui sont les pays voisins. Et la Centrafrique aussi. Et la Centrafrique, qui sont les pays voisins du Tchad. Quelle est leur position? Or,
il y a 770 ethnies qui sont regroupées en 778 tribus qui sont regroupées en 8 ethnies. Les Arabes sont en avance avec 39% et les Noirs avec 27%. Oui, je voudrais vous interrompre pour une petite question. Vous parlez tout à l'heure des pays qui entourent le Soudan. Je voudrais parler aussi du rôle de l'Union africaine. Au début, l'Union africaine avait condamné à appeler au calme, avait prévu envoyer un envoyé pour discuter avec les deux camps pour ramener le calme. Aujourd'hui, quelle est la position claire de l'Union africaine? Finalement, on ne sait plus trop si elle soutient, si elle ne soutient pas, si elle condamne, si les négociations continuent, si elles sont au point mort finalement. Quelle est la place de l'Union africaine dans ce combat aujourd'hui? Moi, j'aurais appris qu'il y aurait une délégation au Soudan du Sud et au Kenya pour commencer les discussions. Et les États-Unis mettent les bouchées doubles. Je parle de l'Union africaine. Au niveau de l'Union africaine, ok, d'accord. Elle joue pleinement son rôle. C'est pourquoi les négociations sont tantôt faites au Soudan Kenya, du Sud oui. et tantôt au Kenya. Et vous savez que les Occidentaux toujours appuient les structures africaines. C'est pourquoi nous voyons les États-Unis, l'UE, la Chine et la Russie qui interviennent pour dire qu'il faut faire un cessez-le-feu. Ok. Marc, pensez-vous que l'Union africaine soit pleinement dans son rôle aujourd'hui? A-t-elle encore la force pour faire entendre sa voix pour que le calme revienne au Soudan? Non. L'Union africaine. Et pourquoi? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Presque dans tous les pays africains, il y a toujours des problèmes. Si réellement l'Union africaine joue son rôle, il n'y aura pas de problème. L'Union africaine aussi n'est pas celui qui devrait éviter qu'il y ait des dissensions au sein des pays. Quand il y a des problèmes avant de venir jouer le rôle, déjà, il y a certaines choses qui sont prévisibles. D'ailleurs, quand les deux généraux là se sont entendus pour aller renverser Omar el-Béchir, mais vous n'allez pas me dire que demain, il n'y aura pas des affrontements entre les deux. Parce que le doyen vient de souligner un cas tout de suite. Omar el-Béchir a son camp également. Son camp revendique certaines choses parce que eux aussi, ils ne sont pas totalement blancs. Ils savent très bien que quand ces pays va commencer ses enquêtes et autres, il y aura des problèmes. Donc eux aussi vont continuer par mettre des bâtons dans les roues. Et qu'aurait dû faire l'Union africaine selon vous? Mais, normalement, quand les deux généraux se sont entendus pour renverser Omar el-Béchir, ils devraient normalement aller dans les coulisses, discuter pour trouver un leader depuis fort longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui quand les deux sont en train de Je rappelle que les négociations ont commencé depuis. Les négociations ont commencé. Il y avait eu des accords qui devaient être signés et qui ont été reportés parce qu'on n'avait pas trouvé le compromis. Entre-temps, c'était début avril que cela devait être fait. Ça a été reporté. Et voilà, quelques jours après, le 15, les hostilités ont commencé. Pour moi, l'Union africaine ne joue pas son rôle pleinement. Merci. En tout cas, je voudrais placer un mot. C'est-à-dire que dans cette mésentente qui oppose les deux protagonistes, il faut rappeler que c'est plutôt les États-Unis et l'Arabie saoudite qui ont joué pleinement un rôle prépondérant dans l'obtention de cette trêve-là. On n'a pas vu l'Union africaine. C'est aujourd'hui qu'on est en train de voir la Ligue des pays arabes qui est en train de revendiquer une réunion qui va porter sur le Soudan, notamment l'Égypte. L'Union africaine est submergée par les États-Unis, le monde arabe. Vous savez, le monde arabe, c'est vraiment un monde à part, pour ne pas dire que c'est vraiment une autre facette de l'Afrique. Oui. Quand les pays arabes ont des problèmes, souvent, les solutions viennent plutôt de ces organisations sous-régionales que de l'Union africaine. C'est-à-dire que l'Union africaine intervient en tant que partie prenante, mais ne joue pas un rôle principal, ne joue pas le premier rôle. Merci beaucoup. C'est plutôt l'organisation arabe qu'on voit souvent. Nous allons marquer la première pause, puis on revient pour la suite de ces débats.